Alors bonjour et bienvenue à tous. Nous allons commencer le webinaire dans 5 minutes, mais avant ça, nous allons faire rapide introduction technique à la plateforme GoToWebinar afin que vous soyez tous à l'aise avec les fonctionnalités. Alors, pour la connexion audio, un panneau de contrôle s'ouvre automatiquement à droite de l'écran dès que vous avez rejoint le webinaire. Donc, appuyez sur l'onglet Audio et choisissez votre option, à avoir le son soit par ordinateur, soit par téléphone. Dans le cas où vous écoutez la diffusion par ordinateur, grâce aux haut-parleurs de votre appareil, assurez-vous que vos haut-parleurs soient bien activés. Et si vous suivez la téléconférence par téléphone, assurez-vous que vos haut-parleurs d'ordinateur soient bien coupés pour ne pas avoir d'écho, mais par contre, vous pouvez toujours suivre les diapositives sur l'écran. Pour poser vos questions sur le contenu du webinaire, toujours à l'aide du panneau de contrôle, veuillez écrire vos messages dans l'onglet « Questions » prévu à cet effet. Et si vous éprouvez des difficultés à vous connecter, vous pouvez toujours utiliser cette fonction de clavardage afin d'envoyer un message au soutien technique et nous vous aiderons tout au long du processus. Étant donné qu'il va nous rester quelques minutes avant le démarrage du webinaire, je vous invite à tester l'espace de clavardage en entrant par exemple votre nom, votre municipalité ou l'organisation dans laquelle vous travaillez. Puis si vous êtes plusieurs à suivre ce webinaire dans une même salle, merci de nous dire combien vous êtes. Ça nous permettra d'avoir une idée plus précise. Alors, c'est à vous, vous pouvez tester l'espace de clavardage. Personne ne veut se lancer? Waouh, ok, ça y est, ça démarre. Alors. Donc, nous avons quelqu'un de la MRC de la Brome-Missisquoi, une personne responsable des écocentres. Nous avons Recy-Québec, SADC de Kamouraska, la MRC d'Argenteuil qui est avec nous pour le moment. Merci, bonjour à tous. On a pour le moment 24 personnes en ligne, bien 25, ça monte de plus en plus. Alors n'hésitez pas. On a l'Alliance des villes, des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Nous avons Synergie Victoriaville et sa région. Bonjour David. Et à nouveau, si vous êtes plusieurs dans la même salle, n'hésitez pas à nous dire combien de personnes sont avec vous. Et a priori, personne n'a de problème technique, donc c'est une très bonne nouvelle. On a encore une petite minute avant de démarrer, alors n'hésitez pas pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, si vous voulez utiliser la fonction clavardage pour nous mettre d'où est-ce que vous êtes, dans quelle organisation vous travaillez, si vous êtes une seule ou plusieurs personnes devant votre écran. Nous avons l'Institut EDEC avec nous. Bonjour Mélanie. Et une personne me demande comment peut-on voir le clavardage des autres participants. Alors, avec cette fonctionnalité GoToWebinar, vous n'avez pas accès malheureusement à ce que les autres participants disent. Donc, j'en suis vraiment désolée. Et c'est pour ça que je vous dis à l'oral tout ce que je vois sur mon écran. On a une étudiante en maîtrise à l'école polytechnique. Bonjour Fadia. Et il est 11 h, alors on va démarrer tout de suite le webinaire. Alors bonjour et bienvenue à tous, merci pour votre présence aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue à notre série de webinaires Voire plus grand qui est consacrée à la gestion des déchets plastiques grâce à l'économie circulaire. Cette première session marque le démarrage de 5 webinaires qui se dérouleront tous les jeudis jusqu'au 14 mars.
Je m'appelle Pauline Pingusson et je suis agente de programme pour le Fonds municipal vert à la Fédération canadienne des municipalités. Alors, quelques détails importants avant de démarrer. Nous allons répondre aux questions à la fin de la présentation de notre intervenante du jour, mais n'hésitez pas à les poser tout au long du webinaire en les écrivant dans la boîte de dialogue questions prévues à cet effet et que la plupart d'entre vous viennent de tester à l'instant. Si vous avez le moindre souci technique, à nouveau, veuillez contacter Support Technique par Clavardage et on essaiera de vous aider au mieux. Aussi, ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez le retrouver en libre accès audio et vidéo d'ici une quinzaine de jours sur la page YouTube de la FCM. Et avant de donner la parole à notre conférencière, je vais prendre quelques instants pour présenter la Fédération canadienne des municipalités et le Fonds municipal vert. Alors, depuis 1901, la Fédération canadienne des municipalités représente les intérêts municipaux auprès du gouvernement fédéral. Nous comptons aujourd'hui plus de 2000 membres, ce qui représente 91% de la population canadienne. Et ces membres comprennent à la fois des grandes villes canadiennes, des petites communautés urbaines et rurales, ainsi que 19 associations provinciales et territoriales. En plus de représenter les intérêts des municipalités auprès des gouvernements fédéraux, nous offrons aussi plusieurs services et programmes tels que le Fonds municipal vert. Donc, ce Fonds municipal vert a été mis en place en l'an 2000 grâce à une dotation de 550 millions de dollars provenant du gouvernement du Canada. Puis un financement supplémentaire de 125 millions de dollars a été ajouté au fonds en 2017. Le fonds a une double mission qui est de soutenir les initiatives municipales en développement durable grâce à des outils de financement, mais aussi de partager les connaissances acquises grâce à des ressources et outils de la formation, des occasions de réseautage et apprentissage entre pairs comme ce webinaire aujourd'hui, et une base de données de projets qui est d'ailleurs une véritable mine d'informations sur les projets que nous avons financés, qui comprend des études de cas, des rapports, des coordonnées et plus encore. Alors je vous encourage à consulter cette base de données et nous allons essayer de partager avec vous le lien URL dans l'espace de clavardage. Le Fonds municipal vert peut vous aider à l'avancement de vos projets en finançant des plans, des études, des projets pilotes, des projets d'immobilisation, et ce dans l'un des 5 secteurs suivants: le transport, l'eau, l'efficacité énergétique, la réduction des matières résiduelles et les sites contaminés. Donc, le financement du Fonds municipal vert est disponible pour les gouvernements municipaux et leurs partenaires dans le cadre des projets admissibles. Et depuis le lancement du programme, le Fonds a financé plus de 1400 initiatives et ce dans 500 communautés à travers le Canada. Si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques ressources pour vous y aider. Vous pouvez donc explorer la base de données de projets pour en savoir plus sur les types d'initiatives que le Fonds municipal vert finance. Vous pouvez aussi souscrire à notre infolettre hebdomadaire FCM Connexion afin d'obtenir les plus récentes mises à jour sur le financement et les programmes que nous offrons aux municipalités canadiennes. Puis n'oubliez pas le prochain webinaire qui aura lieu en français le 21 février, qui s'intitulera « Gestion des déchets plastiques grâce à l'économie circulaire, perspectives et approches canadiennes ». Donc n'hésitez pas à vous y inscrire si ce n'est pas déjà fait. Et pour vous ou vos collègues, si vous êtes intéressés par les enjeux énergétiques, sachez que nous allons offrir aussi un webinaire sur l'outil RedScreen de Ressources Naturelles Canada qui permettra d'avoir une licence gratuite pendant 1 an à l'outil RedScreen Pro. Ce webinaire aura lieu le 6 mars et nous allons aussi essayer de partager avec vous le lien d'inscription dans la boîte de clavardage. Alors, j'aimerais vous donner juste un rapide aperçu de qui assiste à ce webinaire et vous pouvez le constater à l'écran, on a un large éventail de personnes provenant d'un peu partout au Québec, mais aussi en dehors de la province, puisqu'on a une personne dans la région de Toronto, des personnes à l'île de la Madeleine et même quelqu'un à Chicago. Alors, merci beaucoup à tous pour votre présence provinciale et aussi internationale. Et à nouveau, on voit ici avec ce nuage de mots une grande diversité de participants qui travaillent aussi bien en développement durable, en environnement et en gestion des matières résiduelles qu'en communication, sensibilisation, planification ou gestion des actifs, par exemple. Alors, comme je le disais en introduction, pendant les 4 prochaines semaines, cette série de webinaires va vous faire découvrir différentes façons de gérer les déchets plastiques dans le monde et au Canada. Et nous le savons tous, le plastique est un matériau incontournable de notre économie, mais il présente certes de nombreux avantages, mais aussi il est très peu recyclé actuellement. Donc pour entrer dans le vif du sujet, ce webinaire va permettre d'explorer aujourd'hui la gestion des déchets, et notamment le plastique, par le biais de l'économie circulaire. Mais sans plus tarder, j'aimerais vous présenter notre intervenante du jour, Hélène Gervais, qui est agente de développement industriel à Recy Québec.
Titulaire d'un baccalauréat en communication, relations humaines et profil international de l'Université du Québec à Montréal, ainsi que d'une maîtrise en environnement à l'Université de Sherbrooke, Hélène Gervais œuvre au sein de la société d'État Recy Québec depuis 2006 à titre d'agente de développement industriel. Son expertise en gestion des matières résiduelles, combinée à ses connaissances en économie circulaire, ont été mises à profit sur divers dossiers, dont par exemple l'organisation des assises québécoises de l'économie circulaire, la réduction à la source, le recyclage des plastiques, la collecte sélective ainsi que la gestion des matières résiduelles dans les industries, commerces et institutions. Depuis 2018, Hélène est également chargée de cours en économie circulaire à la maîtrise en environnement de l'Université de Sherbrooke. Alors, bienvenue à toi, Hélène. Merci de ta présence. Je vais te laisser à présent la parole pour une grosse demi-heure, pendant laquelle les participants peuvent commencer à poser leurs questions au fur et à mesure par clavardage et nous y répondrons quand tu auras fini. Alors, je vais tout de suite te donner le contrôle, quelques instants. Alors, bonjour à tous. Okay. C'est bon, Hélène, tu as le contrôle maintenant. Parfait, merci beaucoup. Oui, donc, et voilà. Donc, bonjour à tous et toutes. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler des plastiques et de l'économie circulaire. On va voir différents cas internationaux. J'espère que vous avez votre passeport, mais je vous avertis quand même, il y a plusieurs de mes exemples qui sont du Québec. Donc, je suis plus familière avec les exemples d'ici. Je vais vous présenter différentes initiatives politiques, internationales et autres. D'entrée de jeu, je veux simplement vous dire que je prétends pas être vraiment experte de toutes ces politiques-là dans les moindres détails, mais l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de faire avec vous un survol de qu'est-ce qui se passe dans le monde des plastiques au niveau tant politique, au niveau national, municipal, etc. Donc, c'est ce que je vais tenter de faire avec vous. C'est pas un portrait non plus que je prétends être exhaustif, mais l'idée, c'est vraiment de s'inspirer aujourd'hui avec des cas les plus concrets possibles. Donc, au menu, je vais d'abord faire une petite mise en contexte au niveau des plastiques. Ensuite, je vais vous expliquer rapidement c'est quoi l'économie circulaire pour ceux et celles qui seraient moins familiers avec le concept. Ensuite, on va regarder au niveau des différentes politiques et les tendances lourdes qu'on voit dans le milieu des plastiques. Puis, je vais enchaîner avec vraiment des cas d'initiatives en économie circulaire pour ensuite conclure. Donc, petite mise en contexte au niveau de la production des plastiques pour vous donner une idée. En fait, on a vraiment enregistré une croissance dans les 50 dernières années au niveau de la production des plastiques. On est passé de 15 millions de tonnes en 1964 jusqu'à 311 millions de tonnes produites en 2014. Et on s'attend à ce que cette production-là pourra encore doubler dans les 20 prochaines années au rythme où ça va. Et les plastiques comme tels, en fait, les emballages représentent 26% des plastiques qui sont produits dans le monde. Et pour ce qui est des plastiques comme tels, ça représente 6% de la consommation mondiale du pétrole au niveau mondial. C'est à peu près l'équivalent de la consommation de pétrole du secteur aérien au niveau mondial pour vous donner là, un ordre de grandeur. Donc ça, c'est pour la production des plastiques. Pourquoi, en fait, on en produit autant? Mais ils ont des propriétés vraiment intéressantes. C'est des matériaux qui sont polyvalents, en général peu dispendieux à produire. Le fait qu'ils soient légers peut aussi contribuer à la réduction des gaz à effet de serre quand on pense au transport. Et l'emballage comme tel des aliments a un rôle à jouer de préservation. Donc, ça peut contribuer à la prévention ou la réduction du gaspillage alimentaire. C'est sûr qu'il faut faire la différence entre l'emballage et le suremballage. Il y a des plastiques qui sont qu'on peut réduire, puis il y en a d'autres qui ont un rôle à jouer de préservation et de conservation. C'est aussi des matières qui sont durables, je veux dire par là, dans le temps, donc qui sont persistants dans le temps, ce qui fait en sorte qu'ils ont aussi des défauts de leur qualité. Le fait qu'ils soient durables fait en sorte qu'ils vont persister dans l'environnement s'ils sont abandonnés dans la nature. Justement, j'y arrive avec quelques données qui circulent à l'heure actuelle au niveau international. Donc,
C'est vraiment juste pour vous donner un ordre de grandeur. On évalue environ à 8 millions de tonnes par année de plastique qui sont déversés dans les océans, ce qui équivaut à peu près à un camion d'ordures, par exemple, par minute. Une autre donnée qui circule beaucoup, c'est que les océans contiendraient plus de 150 millions de tonnes de plastique. Et s'il n'y a pas d'action qui est entamée, ben, on prévoit que malheureusement, d'ici 2050, on aurait plus de plastique que de poissons dans les océans. C'est des données, là, on n'est pas à la tonne près, mais c'est vraiment encore là, juste pour vous donner un ordre de grandeur. Ce qui arrive, c'est que les plastiques, souvent, leur utilisation va être de quelques minutes, en général moins d'un an, mais abandonnés dans la nature, ils vont durer pendant des dizaines, voire des centaines d'années. Donc, vous êtes au courant de toute la problématique au niveau des microplastiques, l'impact sur la faune, l'endommagement des habitats, les côtes, le littoral, le 7e continent. Donc, je pense que c'est des choses avec lesquelles vous êtes assez familiers et qu'on entend beaucoup dans les médias. Donc, c'est vraiment juste pour vous donner un peu le portrait à l'heure actuelle. On en est où dans les taux de récupération de ces plastiques-là? Ben, à l'échelle mondiale, on parle d'un taux de récupération de seulement 14 %. Puis, à l'échelle du Canada, on serait à 11 %. C'est donc dire qu'au Canada, 89 % des plastiques sont soit enfouis, incinérés ou abandonnés dans l'environnement. Pourquoi on en est arrivé là, en fait? C'est qu'à l'heure actuelle, on est dans un système qu'on appelle l'économie linéaire. Et là, j'y arrive au concept. L'économie linéaire, en fait, c'est le système économique dans lequel on se trouve depuis environ 150 ans, donc depuis la révolution industrielle, qui est axé sur le gaspillage. Donc, on agit un peu comme si les ressources étaient infinies, alors qu'on sait pertinemment que la planète n'a pas de ressources infinies. D'ailleurs, on consomme comme si on avait 1,7 planète à l'échelle mondiale. Donc, on a un problème ici. Et on est dans une logique d'extraire, de produire, de consommer et de jeter. Entre autres, on consomme beaucoup des ressources pétrolières, notamment celles qui sont utilisées pour la fabrication des plastiques. Et il y a des rejets à chacun des niveaux de la chaîne. C'est ce que vous voyez ici dans le graphique. Et il faut vraiment, dans le fond, revoir nos modes de consommation et de production pour, d'une part, moins extraire de ressources en amont et aussi moins en jeter en aval, puis essayer de réduire autant que possible tous les rejets à chacun de ces maillons-là. Donc, on en arrive au nouveau modèle économique que je vous propose, c'est celui de l'économie circulaire. Et je vais essayer de vous l'expliquer là, en mes mots assez rapidement parce que le cœur de la présentation aujourd'hui, c'est beaucoup plus les plastiques, mais on va y revenir à ce schéma-là tout au cours de la présentation, donc je trouve important de vous l'expliquer quand même. Donc, l'économie circulaire, en fait, ce qu'elle cherche à faire, c'est d'abord et avant tout, ce que vous voyez, le numéro 1, c'est repenser. Il faut d'abord réduire notre consommation des ressources en amont pour préserver nos écosystèmes. Donc, comment on fait ça? Bien, vous avez les stratégies qui sont qu'on appelle les stratégies de circularité, qui sont en dessous. Donc, il y a notamment l'éco-conception, la consommation et l'approvisionnement responsable. Donc, je vais vous en donner des exemples sur ce sujet-là tantôt. Et on a aussi l'optimisation des opérations, par exemple, dans le secteur industriel, là, qui permettent de réduire à la source la consommation de ressources. Ensuite de ça, mais pour ce qui est des ressources qui sont déjà en circulation dans le marché, que ce soit qu'on les a déjà extraites, ben, il faut chercher à les optimiser. Comment on fait ça? Ben, c'est par des différentes boucles. Donc, on va chercher autant que possible d'avoir la boucle la plus courte et locale possible. Parce que plus la boucle est longue, plus on a une transformation de la matière. Qui dit transformation de la ressource, dit aussi perte d'une certaine forme de valeur, perte aussi d'énergie. Donc, tout d'abord, on va chercher à utiliser plus fréquemment nos produits, que ce soit par l'économie collaborative, qu'on appelle aussi l'économie de partage. L'allocation aussi est une stratégie pour utiliser plus fréquemment nos produits. Une fois qu'on a fait ça, ben, on va essayer autant que possible de prolonger leur durée de vie, que ce soit par l'entretien, le don, le reconditionnement. On a aussi ce qu'on appelle l'économie de fonctionnalité, donc de vendre un service plutôt que de vendre un produit. Donc, c'est différentes stratégies. Pour ce qui est de prolonger la durée de vie, je n'ai pas d'exemple aujourd'hui parce que j'ai beaucoup plus des exemples qui concernent les contenants et emballages. Mais sachez que pour les produits de plastique, c'est des stratégies qui sont tout à fait pertinentes. Ensuite de ça, ben, en dernier lieu, on va essayer de donner une nouvelle vie aux ressources, entre autres par l'écologie industrielle, le recyclage et compostage et aussi la valorisation.
Donc, l'économie circulaire, c'est vraiment vers ça qu'on doit tendre. Ça va prendre encore quelques années, mais il y a beaucoup de pays qui ont adopté des lois. Il y a énormément de choses qui se passent dans ce domaine-là et c'est fort intéressant. Puis, il y a déjà des choses qui sont en cours, notamment au Québec. Donc, comment ça s'applique au niveau des plastiques? 6 principes qui sont avancés par The New Plastics Economy, qui disent d'abord, au niveau de l'économie circulaire pour les plastiques, ce serait évidemment réduire à la source les plastiques qu'on n'a pas besoin. Ensuite de ça, de les réemployer autant que possible. Avoir des plastiques qui soient réutilisables, recyclables ou compostables. Et si c'est le cas, il faut évidemment les réutiliser, recycler ou composter. Ensuite de ça, il faut favoriser des marchés pour les résines recyclées plutôt que d'utiliser des résines vierges et éviter autant que possible les produits chimiques dangereux dans les plastiques. Donc, et il y en aura certainement d'autres, mais c'est vraiment juste pour donner un peu un aperçu de comment ça peut s'appliquer au niveau des plastiques. Donc, avant de rentrer dans les cas, je vais vous présenter les politiques et les différentes tendances parce que selon moi, elles touchent à plusieurs stratégies de circularité. Donc, c'est pour ça que je vous les présente au tout début. Donc, regardons d'abord au niveau des engagements internationaux publics qui touchent les plastiques. Le premier, c'est l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement qui s'était réunie à Nairobi, au Kenya, en 2017. Il y a une résolution qui a été signée par plus de 200 pays qui soulignait l'importance d'éliminer les déchets plastiques dans les océans. Donc, il y a vraiment eu un engagement à ce niveau-là. Il y a également en Europe, en fait, la Commission européenne avait adopté en 2015 ce qu'ils appelait leur plan d'action de l'Union européenne en faveur de l'économie circulaire. Puis dans ce plan-là, il y avait les matières plastiques qui étaient identifiées comme une priorité. Et la Commission s'était engagée à élaborer une stratégie. Donc, c'est ça, cette stratégie-là qui a été adoptée en 2018. On y présente d'abord la vision de l'Union européenne en matière de plastique à l'horizon 2030. Il y a plusieurs choses qui sont là-dedans, mais on dit notamment qu'en 2030, tous les emballages plastiques devront être soit réutilisables ou recyclables. Il y a également plus de la moitié des déchets plastiques générés en Europe qui devront être recyclés. Et pour 2030, ils veulent également quadrupler la capacité de tri et de recyclage par rapport à 2015. Donc ça, c'est au niveau de la vision de l'Europe en matière de plastique. Puis il y a différentes actions qui sont avancées pour y arriver, notamment au niveau de la conception des produits, de stimuler les marchés, d'améliorer la collecte sélective, réduire tout ce qui est dépôt sauvage au niveau des déchets, puis avoir plus d'investissement, d'innovation. Donc, c'est des actions intéressantes qu'on va pouvoir suivre dans les prochaines années. Et vous êtes possiblement au courant qu'il y a également eu à Charlevoix le G7 en 2018. Et là, c'est signé une charte sur les plastiques dans les océans par 6 des 7 pays, le 7e étant les États-Unis là, qui n'a pas signé la charte. Ça s'apparente un peu à la vision de la stratégie européenne, puis c'est aussi le fait qu'il y a beaucoup de pays européens qui sont au G7. Donc, il y a 5 champs d'action, notamment la conception, de cibler 100% des plastiques réutilisables ou recyclables d'ici 2030, améliorer les systèmes d'infrastructure de collecte et de gestion des plastiques, faire de la recherche d'innovation, avoir différentes mesures aussi pour tout ce qui est les côtes, le littoral, pour réduire les plastiques qui s'y trouvent. Donc, c'est vraiment pour vous donner une petite idée de ce que comprend cette charte-là, qui est quand même assez générale, on va se le dire. Donc là, c'est au niveau public. Quand on arrive au niveau privé, il y a également des engagements qui ont été annoncés dernièrement, entre autres The New Plastics Economy Global Commitment, qui s'appuie sur les 6 principes que je vous ai présentés là, juste un petit peu plus tôt. Cet engagement-là réunit plus de 250 signataires, donc des grandes compagnies qui représentent à eux seuls 20% des emballages plastiques qui sont mis en marché dans le monde. On pense entre autres à Pepsi, Walmart, Coca-Cola, Danone. Il y a également des universités, des ONG, des investisseurs, des gouvernements qui sont signataires de cet engagement-là. En gros, en quoi ils s'engagent, c'est d'une part éliminer tous les plastiques qui sont problématiques ou inutiles, innover pour que les plastiques soient réutilisables, recyclables, compostables, puis s'assurer que les plastiques circulent
dans l'économie et non pas dans l'environnement. Donc, essentiellement, c'est ça. Donc, on suivra ce qui va arriver de cet engagement-là au cours des prochaines années parce que c'est assez récent. Un autre engagement récent, c'est celui de l'Alliance to End Plastic Waste qui a été, donc c'est une nouvelle alliance qui s'est formée en janvier 2019. Il y a 30 entreprises qui sont membres. Il y a pas mal de pétrolières aussi qui en font partie. Essentiellement, ce qu'ils veulent mettre, c'est 1 milliard de dollars pour mettre fin aux emballages plastiques qu'on retrouve dans l'environnement, surtout dans les océans. Donc, les actions, c'est surtout des actions en aval. Hein. C'est pas nécessairement des actions en amont de changer les pratiques d'emballage ou de conception ou autre. On est beaucoup plus dans la collecte, dans le nettoyage. Ils parlent notamment de travailler avec les territoires qui sont en bordure des fleuves là, qui sont problématiques pour investir dans des infrastructures de collecte et de récupération. Donc, à suivre également. Donc, je vous emmène maintenant dans différents exemples d'engagements nationaux. Je ne pourrais pas tous vous les présenter, mais sachez qu'au Canada, il y a la stratégie visant à l'atteinte zéro déchet plastique qui découle de la charte sur les plastiques dans les océans du G7 dont je viens de vous parler. Donc, c'est le Conseil canadien des ministres de l'Environnement qui a adopté cette stratégie-là en 2018. D'ailleurs, si vous voulez avoir plus d'informations, sachez que le webinaire de la semaine prochaine, du 21 février à 11h en français et à 13h30 en anglais, vise justement à présenter cette stratégie. Essentiellement, la stratégie elle a différentes actions qui portent sur la conception des emballages, la collecte, le recyclage, stimuler les marchés pour les résines secondaires, le nettoyage, réduire les plastiques à usage unique et j'en passe. Là. Donc, ça recoupe beaucoup des choses que je vous ai déjà dit sur les autres types d'engagement. Il y a également au Québec la stratégie québécoise de l'eau, donc le premier plan d'action quinquennal de cette stratégie-là. Il y a 2 actions que je trouve intéressantes qui touchent de près ou de loin au plastique. La première action, c'est de favoriser les fontaines d'eau plutôt que, par exemple, les bouteilles d'eau. Et il y a aussi de déployer un programme de mobilisation de la réduction de la pollution de l'eau par le plastique. Donc, on verra comment tout ça prend racine au Québec, là, mais ça touche les plastiques. Ensuite de ça, en France, la France a adopté une feuille de route en économie circulaire en avril 2018. C'est une feuille de route qui contient 50 mesures et il y en a plusieurs qui touchent les plastiques. Et ce que la France cherche à faire, c'est de tendre vers 100% de plastique recyclé en 2025. Donc, on voit que c'est un objectif qui est très ambitieux. Je trouve que c'est surtout, j'imagine, un message que la France veut lancer là, pour mettre l'accent sur le recyclage des plastiques. Donc, et il y a également en Grande-Bretagne, ça c'est un engagement qui n'est pas du gouvernement, mais c'est une association, on l'appelle l'Association des festivals indépendants, qui regroupe à peu près une 60aine de dirigeants qui ont voté à l'unanimité une mesure pour bannir le plastique dans les événements, surtout les événements musicaux. Et tout ça, ils veulent le faire pour 2021. Donc, c'est une initiative qui est intéressante là, en Grande-Bretagne. Donc, voici quelques exemples que je voulais vous présenter. Et j'aimerais aussi vous parler, puis vous l'avez sûrement remarqué dans les médias, il y a actuellement de plus en plus de pays, d'États, de provinces, de municipalités qui se sont engagés à réduire les plastiques à usage unique et carrément des fois à les bannir. Donc, tout d'abord, en France, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est à partir du 1er janvier 2020, tout ce qui est, par exemple, les gobelets, les verres, les assiettes jetables, les pailles, et la liste est longue de plastique à usage unique, qui seraient bannis à partir du 1er janvier 2020 en France. Et pour ce qui est de l'Union européenne, il y a une directive là, qui est en cours pour 2021. Même chose, on parle des ustensiles, des assiettes, les cotons-tiges, les contenants alimentaires en polystyrène expansé et même les plastiques oxo-dégradables qui seraient bannis du territoire européen pour 2021. Donc, vraiment, il y a un message clair qui est envoyé là, chez nos voisins en Europe. Et pour ce qui est des sacs en plastique, on dit que dans le monde, il y a à peu près 25 pays qui ont soit mis un tarif sur les sacs ou carrément banni les sacs sur leur territoire. Le premier pays qui s'est lancé, c'est le Bangladesh en 2002, suivi par le Rwanda et la Chine en 2008.
Et ensuite, la liste s'allonge, notamment le Kenya, la France, il y a toute la côte ouest américaine avec Portland, San Francisco, Los Angeles, la Corse, l'Italie, puis la communauté métropolitaine de Montréal aussi. Donc, il y a vraiment une tendance lourde vers le bannissement de certains plastiques. Entre autres aussi, New York, à partir du 1er janvier 2019, là, ils ont mis en vigueur un bannissement des contenants polystyrène expansés à usage unique, là, plus connu sous le nom de styrofoam. Donc, les magasins, les restaurants, aussi la restauration mobile ne peuvent plus offrir, vendre ou posséder ces entre autres les clamshells, ce que vous voyez dans l'image, aussi les gobelets, les assiettes, les bols, les barquettes. Et même l'emballage de type peanut va être interdit. Donc, les commerçants, ils ont 6 mois pour se conformer, après quoi il y aura des sanctions. Il y a d'autres municipalités qui l'ont fait, là, mais c'est juste un exemple que je voulais vous apporter qui est assez récent. Il y a également, au niveau des bouteilles d'eau, à Montréal, Montréal a décidé, je crois que c'est en mai dernier, ils ont voté une motion pour bannir peu à peu les bouteilles d'eau de 500 millilitres dans leurs bureaux et les édifices municipaux, notamment les centres sportifs. Et il y a également la municipalité de Lac-Simon en Outaouais qui avait voté, eux, en mars 2018, donc un peu plus tôt, également une motion pour bannir les bouteilles d'eau dans les édifices, les installations, mais également dans leurs événements publics. Donc, voilà pour certaines initiatives qui touchent les bannissements. Donc, maintenant, j'arrive au cas, donc, et initiatives qui touchent à l'économie circulaire. Pardon, j'ai pris une gorgée d'eau. Donc, tout d'abord, je vais vous emmener des exemples au niveau du repenser. On va surtout voir consommation responsable, approvisionnement responsable, parce que je trouvais que ça touchait davantage au plastique. Et puis l'éco-conception, ben, en fait, peut-être c'est moins de l'ordre des municipalités, là, donc c'est pour ça que je vous en parle pas, mais sachez qu'il y a énormément de choses qui sont dans le domaine de l'éco-conception. Donc, au niveau de l'approvisionnement responsable, il faut comprendre que les donneurs publics ont énormément de leviers pour, d'une part, réduire à la source les plastiques à usage unique, mais également stimuler les marchés pour les plastiques recyclés. Et un exemple qui est avancé ici, c'est celui du gouvernement du Canada. Eux, ils ont un engagement au niveau de leurs approvisionnements. Ils veulent notamment détourner 75% des déchets de plastique d'ici 2030, réduire l'utilisation de plastique à usage unique et acheter le plus souvent des produits durables ou réduire aussi des emballages. Grosso modo, là, vous l'avez à l'écran de façon plus détaillée. Donc, il faut vraiment comprendre que l'approvisionnement a un rôle à jouer dans des bonnes pratiques au niveau des plastiques, notamment au niveau des marchés pour les résines secondaires. Au niveau des approvisionnements, un exemple que je trouve aussi intéressant, c'est celui de la ville de Gatineau. Donc, la ville de Gatineau, ils ont fait beaucoup pour les événements sur leur territoire. Donc, pour tous les événements qui sont financés par la ville de Gatineau, il y a 3 règlements qui sont en vigueur. Le premier interdit l'usage de plastique numéro 6, que ce soit du polystyrène expansé ou rigide. Donc, les concessionnaires alimentaires ne peuvent pas l'utiliser. Les organisateurs d'événements doivent également avoir les infrastructures de récupération sur leur site, donc les îlots de tri. Mais ils doivent également avoir de la main-d'œuvre qui va aider au tri. Donc, on appelle aussi la brigade verte. Mais en contrepartie, la ville, elle accompagne beaucoup les événements sur son territoire. Donc, elle va fournir elle va prêter, en fait, les installations pour tout ce qui est la gestion des matières usuelles, donc les îlots, les conteneurs et tout ça, là, pour faire un tri sélectif adéquat. Puis, elle va aussi offrir gratuitement 10 heures en éco-conseil pour les organisateurs d'événements, un service d'éco-conseil qui est offert par l'organisme Enviro Éducation. Donc, les événements sont vraiment pris en charge. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est le Festivière de Gatineau avec donc une visite que j'avais effectuée, là, puis c'est vraiment intéressant ce qu'ils font là. Donc, ils ont notamment une brigade qui va fournir de la vaisselle réutilisable aux concessionnaires alimentaires. Ils vont avoir une équipe qui va laver cette vaisselle-là. Puis, ils utilisent également l'éco-cup, le contenant réutilisable, pour éviter les verres jetables.
Toujours au niveau de l'approvisionnement responsable, mais au niveau privé, il y a également des entreprises, des grandes entreprises qui se sont engagées vers une réduction des plastiques. Tout dernièrement, Walmart Canada annonçait une charte sur le plastique. Ce que ça dit, c'est principalement pour ses produits de marque maison, elle veut réduire l'utilisation des sacs à usage unique, éliminer tout emballage qui serait fait de PVC ou de polystyrène, et ça d'ici 2025. Elle veut également que des emballages aient un contenu recyclé à hauteur de 20% post-consommation. Puis, elle vise aussi à ce que tous les emballages de ces marques maison soient réutilisables, recyclables ou compostables d'ici 2025. Donc, Walmart, c'est pas un petit joueur, là, ça peut avoir quand même une bonne influence sur le marché. Même chose pour Nestlé. Nestlé qui, eux, ont dit, ils visent ce qu'ils disent la neutralité plastique. Ils veulent que 100% de leurs emballages soient recyclables ou réutilisables d'ici 2025. Et au fait, au mois de décembre dernier, il y a la compagnie aérienne portugaise iFly qui a effectué 4 vols Portugal-Brésil pendant les fêtes, 4 vols zéro plastique. Le seul bémol, en fait, c'est qu'au lieu de prendre du plastique, ils ont pris du bambou, du papier, des matières compostables, donc d'autres matières à usage unique. Bon, l'intention est bonne, mais j'avais hâte de voir une compagnie aérienne qui va aller vers des matières plus durables. Donc, eux, ce qu'ils voudraient faire, cette compagnie-là, c'est d'avoir une flotte sans plastique d'ici la fin de cette année. Donc, à voir. Ensuite de ça, bon, on a parlé de l'approvisionnement responsable, mais il y a également la consommation responsable. Puis, je trouve que les municipalités ont vraiment un rôle important à jouer auprès des citoyens à ce niveau-là pour favoriser les bons comportements. Vous n'êtes pas sans savoir que des municipalités... Oui? Un petit, OK, vous avez eu le cue pour la prochaine. Donc, il y a plusieurs municipalités, que ce soit au Québec ou à l'extérieur du Québec, qui offrent des subventions pour l'achat de couches lavables, mais également aussi de produits d'hygiène féminine durable. On pense entre autres aux serviettes hygiéniques lavables, aux coupes menstruelles, qu'on connaît plus souvent par le nom de Divacop. Notamment l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, puis la ville de Boisbriand offre ces services-là. J'ai entendu aussi parler de Mascouche qui le faisait. Ce qui est intéressant à Boisbriand, c'est qu'en plus des couches et des produits d'hygiène féminine, il inclut aussi les couches pour adultes lavables, les compresses d'allaitement lavables, puis d'autres produits là, sanitaires. Donc, souvent, ils vont offrir un montant jusqu'à concurrence de tel montant, un pourcentage en fait, là, qui est remboursé par la municipalité pour l'achat de ces produits-là. Ça va réduire de beaucoup les plastiques envoyés à l'enfouissement. Ensuite de ça, il y a deux villes, une ville et un arrondissement qui se sont lancés dans un accompagnement de foyers pour le zéro déchet. Donc, à Lévis, il y a 20 foyers qui sont accompagnés pour l'année 2018-2019. Puis, à Rosemont-la-Petite-Patrie, à Montréal, il y a 50 foyers qui sont dans cette démarche-là, qui va prendre fin, là, je crois, au printemps 2019, qui était sur 8 mois. Ce qu'ils font essentiellement, c'est que ces foyers-là reçoivent gratuitement des conseils d'experts zéro déchet, des ateliers, des formations, différentes ressources, puis il y a tout un aspect de réseautage, de communication qui est fait autour de ça. Puis ce qui est intéressant d'une initiative comme celle-là, ça a vraiment un effet d'émulation dans la communauté parce que les gens se reconnaissent par leur pairs, puis sont peut-être plus encouragés à avoir ce type de comportement-là. Entre autres, ils l'avaient fait en France avec les foyers témoins, puis ça a bien fonctionné. Donc, c'est intéressant que maintenant, ce genre d'initiative-là se fasse ici. Donc, on a vu l'approvisionnement, la consommation responsable. Maintenant, je vais vous emmener des exemples au niveau de l'utilisation plus fréquente des produits. Donc, on pense surtout ici au réemploi qui va entraîner souvent une réduction à la source des plastiques. Donc, premier cas que je veux emmener, c'est celui de la tasse. En fait, vous savez que les gobelets de café à usage unique ont souvent une durée de vie très, très courte. Le couvercle est souvent fait en polystyrène rigide. Et en plus de la fibre, bien souvent, il y a une pellicule plastique à l'intérieur, là, en polyéthylène.
Donc, c'est des gobelets qui sont difficilement recyclables en général, puis qui sont beaucoup trop utilisés à mon goût. Donc, le projet La Tasse, en fait, c'est une initiative dans le quartier Villeray. Donc, c'est l'écoquartier Villeray qui chapeautait ce projet-là. L'écoquartier n'existe plus depuis janvier, donc ça a été repris par un organisme qui, je crois, s'appelle La Vague. Donc, il y a 10 commerces qui ont participé à ce projet-là. Comment ça fonctionne, en fait, c'est que pour un client qui voudrait avoir son café pour emporter puis qui n'aurait pas sa tasse réutilisable, ben il peut prendre la tasse réutilisable en polypropylène que vous voyez à l'écran. Donc, il va donner un 5 de dépôt pour avoir la tasse et quand il revient dans un des commerces participants, il peut soit avoir une nouvelle tasse, parce que c'est eux qui vont la laver et tout ça, en prendre soin, ou on peut lui remettre son 5 $. Donc, c'est tout simple et ça a vraiment bien fonctionné, tant même qu'il y a plusieurs commerces à travers le Québec qui ont manifesté leur intérêt à se joindre au réseau. Donc là, ils sont dans une phase d'expansion. Il y a vraiment un gros momentum, en fait, pour le projet à l'heure actuelle. Il y a une campagne de sociofinancement. Les municipalités qui sont intéressées à l'avoir dans leur région sont invitées à à envoyer soit une lettre d'intention ou à se manifester. La municipalité, elle peut intervenir de différentes façons. Elle peut soit financer les coûts de développement, contribuer à la campagne de communication. Elle peut également financer l'achat de certaines tasses pour les commerces qui veulent démarrer le projet. Puis elle peut également mettre à la disposition un local ou des personnes ressources qui vont mettre en place le projet. Donc, c'est un projet à suivre. Une équipe dynamique, puis on verra comment tout ça peut prendre forme à l'échelle du territoire, puis peut-être même au-delà du Québec. Qui sait? Un peu dans la même veine, il y a un projet aussi qui a lieu à Paris, qui a été emmené par Reconcile et qui fonctionne un peu sur le même système que la tasse, mais avec des contenants réutilisables en plastique pour les mets pour emporter. Donc, il y a 10 restaurants qui sont en réseau, 3000 contenants participants et le dépôt est de 2 €. Donc, Reconcile, lui, va distribuer, va laver, désinfecter les contenants. Il y a également toujours dans l'optique du réemploi, une initiative par TerraCycle qui, ça s'appelle le projet Loop. En fait, c'est une plateforme web qui a été développée où les gens font les achats en ligne. Il y a des grandes compagnies, là, des grands fabricants de produits de consommation qui sont membres, comme Crest, Unilever, Pepsi et autres, Häagen-Dazs, comme vous voyez. Donc, il y a 2 projets pilotes qui vont avoir cours à New York et à Paris. Donc, les gens font leurs achats en ligne, reçoivent leurs produits dans des contenants réutilisables et une fois que c'est terminé, ils remettent ces contenants vides dans le sac que vous voyez à l'écran, là, qui est un sac réutilisable. Et UPS vient le chercher ou bien ils peuvent l'emmener dans les magasins UPS. Donc, c'est une initiative, en fait, à suivre. Je suis intéressée de voir le bilan carbone aussi, là, parce que ça implique quand même du transport, mais selon TerraCycle, le bilan est meilleur que l'option à usage unique. Enfin, je vous emmène Enfin, on sort le 2.2, comme je vous avais dit. J'arrive avec des exemples plus au niveau de l'écologie industrielle et du recyclage. Donc, je sais qu'il y a des gens, des symbioses qui m'écoutent, là, mais pour ceux et celles qui sont moins familiers avec l'écologie industrielle, qu'on appelle aussi des symbioses industrielles, en quelques mots, en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est sur un territoire de connaître les entreprises puis les flux de matière, de faire un certain diagnostic pour comprendre un peu c'est quoi les potentiels, en fait, de synergie qu'on pourrait avoir entre les organisations. Quand on parle de synergie, on parle d'échange, comme par exemple les extrants ou les rejets d'une entreprise peuvent devenir les intrants ou les matières premières d'une autre entreprise. Donc, on appelle ça des synergies. Et tout ça, évidemment, implique un accompagnement, puis un suivi, puis il y a des animateurs sur les territoires. Les municipalités peuvent vraiment être des acteurs clés pour la mise en place des synergies sur les territoires, puis plusieurs le sont d'ailleurs. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, d'abord, il faut vraiment connaître un peu ce qui se passe sur un territoire. Il y a Paris, notamment, qui a un site web avec c'est très interactif, en fait, puis on voit les flux de matière
d'eau et d'énergie sur le territoire. On voit qu'est-ce qui est exporté et tout ça. Là, vous avez une image, c'est un peu statique, mais sur le site, c'est très dynamique. Donc, ça permet vraiment une analyse de flux de matière pour voir tout le potentiel de circulariser ces matières-là au sein même du territoire. Des exemples, en fait, qui touchent les plastiques. Il y en a un à Brome-Missisquoi. Je pense qu'il y avait quelqu'un, justement, qui nous écoute de cette de Brome-Missisquoi. Donc, entre autres, une entreprise qui a échangé 185 palettes de plastique numéro 2, HDPE, pour les envoyer à Bromont dans une entreprise qui fait des produits de plastique à contenu recyclé. J'ai également entendu parler d'une entreprise qui avait des barils de plastique usagés qu'ils a... ça tombait bien parce qu'il y en avait une autre qui était à la recherche de barils. Donc, vraiment des échanges intéressants qui se font. Il y a également aussi les symbioses qui sont actives au Québec. Il y a entre autres Synergie économique Laurentide qui travaille à trouver des marchés pour certains plastiques qui sont générés sur son territoire, notamment les plastiques agricoles, les tubuleux d'érablière, les plastiques de bateau et le polystyrène. Au niveau des tubuleux d'érablière, il y a 50 acériculteurs qui font partie d'un groupe là, qui récupère leurs tubulures, qui sont envoyés dans un CFR pour être triés, taillés, puis envoyés à 4 récupérateurs. Donc ça, c'est intéressant. Puis il y a également en Outaouais, le Credo, qui est un organisme qui est très actif en Outaouais. Ils ont un projet en cours pour la collecte des plastiques agricoles. Donc, à l'heure actuelle, ils font un sondage pour tester les besoins puis l'intérêt des agriculteurs, pour voir aussi quel plastique ils vont récupérer. C'est un projet en collaboration avec l'UPA puis la municipalité. Donc, c'est vraiment des exemples, mais sachez qu'il y a plusieurs initiatives qui sont en cours à l'échelle du Québec et probablement aussi à l'extérieur pour collecter ces différents plastiques. Il y a également au niveau de l'écologie industrielle un espace, un parc industriel à La Chute qui a été développé par la ville de La Chute et la MRC d'Argenteuil. Donc, c'est des nouvelles entreprises qui vont venir s'installer autour du centre de tri de Tricentris à La Chute pour aller transformer les matières qui vont être triées dans le centre de tri, comme par exemple les plastiques. Puis, ce qui est intéressant, c'est que l'urbanisme est assez flexible là, pour permettre ce genre d'aménagement-là. Donc, ça s'appelle le projet Synercité. Je vois le temps qui avance, donc je fais un petit peu plus rapidement. Ensuite de ça, on a vu l'écologie industrielle. Je continue avec tout ce qui est récupération et recyclage. Vous êtes assez familier, je crois, avec ce secteur-là. Vous savez que la Chine a fermé de plus en plus ses frontières à l'importation de matières triées par les centres de tri. Et ça touche non pas seulement le Canada, mais également l'Europe, les États-Unis et autres. Donc, ça nous rappelle l'importance de favoriser les boucles les plus courtes et locales possibles pour le recyclage des plastiques dans une optique d'économie circulaire. Puis, une des bonnes pratiques que je veux vous proposer, c'est celle de, dans les appels d'offres avec les centres de tri, de prévoir une clause qui dirait essentiellement qu'à coût égal, le centre de tri doit privilégier la vente locale plutôt que l'exportation. Je sais que Montréal et Sherbrooke ont ce type de clause-là dans leur contrat. Les deux sont propriétaires de leur centre de tri. Le défi, par contre, c'est de la faire appliquer. Parce que ça demande des soumissions de prix, des centres de tri et tout ça. Donc, je pense que c'est plus un message que la municipalité lance à son centre de tri, mais le défi va vraiment être dans l'application. Ça demande un suivi assez serré pour le faire. Et là, on a vu beaucoup d'exemples québécois, là, mais je vais vous emmener un petit peu à l'extérieur. C'est sûr qu'on ne veut pas que les plastiques se retrouvent dans la nature, mais quand c'est le cas, il y a une initiative que je trouvais drôle. En fait, à Amsterdam, il y a un organisme qui s'appelle Plastic Well, puis ils font des activités de team building qui s'appelle le plastic fishing. Donc, imaginez-vous, il y a des gens qui sont sur ces canaux et ils pêchent des plastiques qui sont rejetés dans les canaux d'Amsterdam. Et qu'est-ce qu'ils font avec ça? Entre autres, du mobilier que vous voyez, qui est quand même assez design à partir de ces plastiques recyclés. Même les canaux sont faits à partir de plastiques recyclés. Donc, je trouve ça intéressant. Il y a également à Baltimore, ils ont un engin que vous voyez qui s'appelle le Trash Wheel, qui est vraiment devenu un icône de la ville. Le Trash Wheel fonctionne avec le courant de la rivière John Falls, qui va finalement alimenter une roue. Cette roue-là, vous le voyez en haut à droite, collecte les déchets qui sont dans la rivière pour les emmener dans une benne. Une fois que c'est rempli, ils vont simplement remplacer la benne. Et si le courant d'eau n'est pas assez fort, il y a des panneaux solaires qui prennent le relais.
Donc, ils ont collecté près de 1000 tonnes depuis 2014. Puis avouez qu'il a l'air quand même assez sympathique. Une autre initiative que je trouve intéressante que je voulais vous présenter, c'est celle à Istanbul et à Pékin. Ils ont des systèmes assez similaires, en fait, ce qui consiste à encourager les gens à rapporter leurs bouteilles pour avoir un crédit sur l'achat de types de transport, que ce soit pour le métro, l'autobus ou le tramway. Comme par exemple à Pékin, ça prendra environ 20 bouteilles pour avoir un trajet gratuit. Donc, je trouve que pour tout ce qui est collecte hors foyer, là, qui est souvent difficile des fois à aller chercher, ça peut être une initiative intéressante. Et ça m'amène aussi à vous dire, il y a tout le volet de la ludification, aussi connu sous le nom de gamification, de faire vivre une expérience ludique aux citoyens pour qu'ils posent le bon geste. Il y a tout un secteur à développer de ce côté-là. Il y a plusieurs exemples, entre autres, pour favoriser l'activité physique, qui pourraient aussi être appliqués en gestion des matières résiduelles pour rendre ça attrayant et favoriser les bons comportements. Et je termine avec des petites nouveautés dans le recyclage des plastiques. Encore là, c'est des débouchés principalement québécois, mais le marché des matières secondaires est tellement un marché ouvert, donc ça peut concerner des gens qui sont à l'extérieur de la province. La première nouveauté, c'est celle d'Enviroplast, qui est une compagnie qui existe depuis longtemps à Anjou, qui était beaucoup spécialisée dans le recyclage des sacs et pellicules post-commerciales. Et oui, je vois qu'il il reste pas beaucoup de temps, donc j'ai presque terminé. Donc, ils ont investi dans un nouvel équipement qui va être capable de traiter les sacs de la collecte sélective. Et il y a plusieurs centres-tri qui se sont montrés intéressés. Donc, eux, ils sont à la phase d'essai, donc ce sera à suivre de très près. Il y a également Polystyrère, qui est une entreprise qui fait la dissolution du polystyrène dans une huile essentielle. Il y a également PowerWave, qui, eux, font la dépolymérisation par micro-ondes, principalement du polystyrène. Donc, ils vont ramener la molécule à l'état de monomère. Donc, il va pouvoir être intégré à différents produits plastiques. Et il y a également Loop Industries qui font eux aussi la dépolymérisation, mais du PET, donc le plastique numéro 1. Et si vous voulez en savoir plus sur différentes technologies, dont celle de PowerWave, sachez que le webinaire numéro 5, qui va avoir lieu le 14 mars à 11h, là, ils sont un des conférenciers invités. Et en terminant, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est il y a vraiment un mouvement, que ce soit à l'international, national et local, tant public que privé, en faveur de la réduction des plastiques à usage unique. Et l'économie circulaire est une réponse à la problématique là, des plastiques, tant au niveau de l'approvisionnement, du réemploi, des symbioses ou du recyclage. Et pour les municipalités, il y a plusieurs bénéfices à aller vers l'économie circulaire. Ça permet de dynamiser les territoires, d'attirer aussi des entreprises sur son territoire, de créer des emplois, de développer des compétences, puis évidemment réduire les impacts environnementaux. Et les municipalités, en fait, ont un rôle à jouer pour mettre en collaboration les acteurs sur le territoire. Quand on parle de la filière des plastiques, il faut faire intervenir tous les acteurs, que ce soit les producteurs, les consommateurs, les distributeurs et autres. Puis les municipalités peuvent vraiment jouer un rôle clé dans cette chaîne-là de valeur. Également faire de la sensibilisation auprès des citoyens, puis soutenir financièrement certaines des initiatives. Et je termine avec un petit conseil. Je vous dirais attention aux effets rebonds. Quand on veut mettre en place une mesure, il faut toujours évaluer les impacts environnementaux. On ne veut pas créer un impact environnemental plus grand que ce qu'on cherche à éviter. Donc, que ce soit, on ne veut pas créer de gaspillage alimentaire, notamment quand on veut réduire certains plastiques. On ne veut pas non plus augmenter la consommation de d'autres matières qui auraient un impact plus grand. Donc, restez vigilants par rapport à ces effets rebonds. Alors, sur ça, merci. Et désolée d'avoir pris un peu plus de temps que prévu. Je suis disponible pour les questions, puis même que je peux peut-être activer ma caméra pour rendre ça un petit peu plus sympathique. Merci beaucoup, Hélène, pour ta présentation très, très complète. Je pense que ton expertise a vraiment fourni une excellente base pour le lancement de notre série de webinaires, puis a aidé à mieux comprendre comment les gouvernements à travers le monde abordent cette question des déchets plastiques par l'économie circulaire. Alors, encore un grand merci. Je prends rapidement les questions qui sont apparues pendant la session. On a une question. Est-ce qu'il existe une étude qui caractérise les types de plastique qui se retrouvent dans l'océan? Est-ce que tu as connaissance de ça?
Ben, je sais que Greenpeace a identifié les 12 plastiques qu'on retrouvait le plus sur les berges canadiennes, mais je suis pas au fait d'une étude de caractérisation très précise sur les océans, mais je peux faire une petite recherche au besoin là, pour voir si ça existe, mais moi, j'en ai pas vu dans mes recherches. Super, merci. On a eu aussi une autre question. Quels seront les efforts déployés cette année afin d'encourager les instances publiques à favoriser le contenu recyclé? Ben, au niveau de la stratégie zéro déchet plastique du CCME, une des stratégies, c'est vraiment de stimuler les marchés des matières secondaires. Puis, cette stratégie-là doit se décliner dans les différentes instances du gouvernement, notamment au niveau provincial. Donc, tu sais, je sais qu'il y a des États, par exemple aux États-Unis, où ils obligent un contenu recyclé dans certaines bouteilles, par exemple. Il faut que le marché soit prêt aussi à fournir cette résine-là là, pour combler ces nouvelles directives. C'est clair qu'au départ, il y a l'approvisionnement. Moi, je pense que les pouvoirs publics ont un rôle important à jouer pour favoriser le marché, d'autant plus avec la Chine qui ferme ses frontières. Il faut essayer d'avoir des marchés les plus locaux possibles. Donc, ben, écoutez, je dirais la stratégie du CCME va sûrement découler en actions concrètes, on l'espère. Puis, mais pour l'instant, là, il n'y a pas de réglementation qui existe, que ce soit au Québec ou au Canada, qui oblige un contenu recyclé dans les produits plastiques. Ok, merci beaucoup. On a une autre question. Puisque les États-Unis n'ont pas signé la charte de G7 et que Walmart US est à bord avec Walmart Canada. Ah oui, en gros, la question c'est est-ce que c'est Walmart US aussi ou c'est juste Walmart Canada? Ce que j'ai vu, c'était Walmart Canada. Je sais pas, je pense pas que les États-Unis sont là, mais ils sont signataires par contre du New Plastic Economy Global Commitment. Et j'ai l'impression que des fois, c'est pas parce que le gouvernement fédéral n'y va pas que il y a pas d'autres initiatives, que ce soit dans les États, les provinces ou le privé qui peuvent mettre de l'avant des bonnes pratiques. Super. Et puis on a aussi une question intéressante. Comment instaurer les filières de recyclage plastique dans les petites communautés éloignées? Est-ce que tu as eu des exemples ou des recommandations? Ben, en fait, il y a tout un contexte. Puis au niveau de Recyc Québec, c'est des choses qu'on regarde, en fait, là, de voir comment rejoindre les populations nordiques, puis d'acheminer ces matières-là, que ce soit par bateau ou autre. Honnêtement, là, je suis pas assez experte de la question pour m'avancer sur des exemples très concrets. Tu sais, il y a beaucoup de dépôts en tranchée dans les communautés nordiques. Il y a énormément de choses qui doivent être faites. Il y a tout un contexte aussi à tenir en compte au niveau des pratiques qui sont là depuis quand même quelques années, puis toute une logistique de transport à penser, mais c'est des choses sur lesquelles on regarde à l'heure actuelle, puis on a fait des visites pour voir un peu, avoir un portrait de la situation, mais je pourrais difficilement vous en dire de façon plus précise, mais si vous voulez, là, pour la personne qui a posé la question, je peux m'informer auprès de mes collègues là, qui sont allés justement dans le Nord l'an dernier pour voir s'il n'y aurait pas des cas concrets pour notamment les plastiques. Là. Parfait. Il est 11h53, on a encore le temps pour plusieurs questions. Il y en a une qui est quel type de plastique entre dans les projets d'économie circulaire à l'international que vous souhaitez présenter? Je suis pas certaine de comprendre la question. Les plastiques à l'international en économie circulaire. Oui, alors c'était une question qui était envoyée en amont de la présentation. Donc, j'imagine que c'était essentiellement pour savoir si la présentation allait répondre aux attentes de la personne. Okay. Moi, ça appelle une autre question, c'est effectivement, est-ce qu'on voit certains types de plastiques qu'on retrouve plus facilement dans les projets d'économie circulaire au niveau international? Je sais qu'ici, on parle beaucoup des plastiques numéro 6. Est-ce que c'est une tendance qu'on voit aussi dans d'autres régions du monde ou est-ce que c'est spécifique à leur propre type de plastique? Ben, en fait, j'ai pas le portrait là, de tous les projets en économie circulaire à l'international, mais je sais que quand même c'est particulier au Canada. Tu sais, on collecte plusieurs types de plastique. Les sacs de plastique sont collectés aussi depuis quand même un certain nombre d'années dans la collecte sélective, alors qu'en Europe, notamment en France, jusqu'à tout récemment, c'était que les flacons qui étaient récupérés.
Et là, ils élargissent à l'ensemble des plastiques. Mais ça, c'est vraiment pour le recyclage. Mais après, tu sais, des stratégies d'économie circulaire, c'est tellement vaste. C'est sûr que au niveau des contenants et emballages à usage unique, on veut d'abord réduire à la source, puis ensuite de ça, on veut les recycler autant que possible en fin de vie. On veut les capter avant, on veut pas qu'ils se retrouvent dans la nature ou quoi que ce soit. Mais après, au niveau des produits de plastique, il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Au niveau de l'économie de fonctionnalité, de vendre un service. On le voit au niveau des électroménagers, il y a des compagnies comme Seb qui offrent des services de location. Ils vont vraiment axer sur la réparation de différents produits. Donc, écoutez, il y a énormément de choses qui se font, mais on n'a pas de portrait global pour dire, ben, il y a telle résine de plastique qui est davantage pointée par les projets d'économie circulaire. Je pense que ça vise beaucoup de types de plastique et beaucoup de produits aussi. Parfait. Je vais laisser le temps à une toute dernière question, puis si tu peux y répondre de manière concise aussi, ce sera parfait. Quels sont les facteurs clés qui favorisent la pérennité des échanges entre entreprises? En fait, à ma connaissance, c'est vraiment, il y a une certaine confiance qui doit s'établir entre les entreprises, un certain échange aussi d'informations. Pour favoriser une synergie, il doit y avoir une compatibilité aussi entre les rejets de l'une puis les besoins de l'autre. Puis des fois, ça prend un intermédiaire aussi pour être en mesure de préparer la matière de façon à ce qu'elle réponde aux besoins de l'entreprise qui est prête à la recevoir. Mais c'est intéressant toute la dynamique qui se crée parce que ce qui était une dépense devient une source on annule certaines dépenses quand on n'a plus de rejet à enfouir. Puis pour une compagnie qui avait acheté de la matière première, ben elle vient vraiment gagner aussi au niveau économique. Puis ça crée des belles relations aussi sur un territoire. Donc, je dirais une confiance, un certain être prêt aussi à partager de l'information. Puis des fois, ça prend un intermédiaire entre les deux pour rendre la synergie possible. De façon très résumée, là, mais c'est beaucoup plus complexe si j'avais le temps d'en parler. Ça donne quelques pistes d'avancement. Merci beaucoup, Hélène. On est à la fin de notre webinaire. Avant de vous déconnecter, j'ai une autre information importante à partager avec vous. C'est qu'on aimerait beaucoup avoir vos impressions et commentaires sur ce premier webinaire. Donc, quand vous quitterez la fenêtre, un sondage apparaîtra dans votre navigateur et on vous serait vraiment très, très reconnaissant si vous pouviez prendre 2 minutes de votre temps pour y répondre. Votre avis est important, puis c'est surtout une chance unique de nous laisser savoir ce dont vous avez besoin pour mieux gérer les déchets plastiques, mettre en place une économie circulaire dans vos communautés et que nous, en retour, on puisse concevoir des activités et des programmes qui répondent au mieux à ces attentes-là. Alors voilà, c'est la fin de ce webinaire. Merci à tous pour votre présence et votre participation. N'oubliez pas de vous inscrire au webinaire numéro 2 jeudi prochain. Comme Hélène le mentionnait, la stratégie zéro plastique du Conseil des ministres de l'Environnement sera expliquée par un intervenant de Environnement et Changement Climatique Canada, donc n'hésitez pas. On vous a envoyé le lien d'inscription dans la boîte de dialogue. Merci pour votre participation. Merci Hélène pour ta très très complète présentation et ton temps et ta disponibilité. Puis je vous souhaite à tous une très bonne journée. À bientôt.